Seynabou Ndiaye Diakhaté répond au procureur de la République. La présidente de l'OFNAC demande au chef du parquet d'aller revoir ses dossiers et de saisir un juge d'instruction sur les affaires de rapports d'audit issus de Petro-Tim et du COUD. Elle lui rappelle avec précision que l'OFNAC a bien travaillé. Réaction d'après démission du patron de la CDC. Les travailleurs entrent en jeu ce matin et demandent à Aliou Sall de revenir sur sa décision. Le président du conseil de surveillance de la caisse de dépôt et des consignations que vous entendrez dans ce grand journal pense que Aliou Sall n'aurait pas dû. Nous irons également dans le fief politique du maire de Guédiawaye. Ses administrés parlent de cabale politique et espèrent un renoncement. Le tout nouveau patron de la COJER dans ce grand journal, drapé d'un esprit fédérateur, Moussa Sow compte inscrire son mandat dans l'unité. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. En Mauritanie, la médiation de l'ONU au lendemain de la présidentielle remportée par le général Mohamed Ould Ghazouani. Série de rencontres avec les acteurs politiques pour désamorcer la crise post-électorale. Au Cameroun, l'affaire de la vidéo d'exécution sommaire qui a ému le monde en juillet 2018. 7 militaires vont être jugés pour assassinat. Ils ont été renvoyés devant un tribunal militaire. Le journal de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Youssouf Bodjon, bonjour. Bonjour Binta. Quel sera le menu? La première journée de la CAN clôturée ce mardi avec l'entrée en jeu du champion en titre, le Cameroun qui défie la Guinée-Bissau à 17h. Ghana-Bénin à 20h, ce sont les affiches du jour. Les Lions du Sénégal se préparent à affronter l'Algérie sans Salif Sané, indisponible pour au moins 15 jours. Vous aurez donc les échos du Caire avec nos envoyés spéciaux. Souvenirs de CAN, un confrère nous parle des faits marquants de la CAN Ghana 2018. Et puis, Abdoulaye Diaw va nous parler de Matarnian, attaquant talentueux qui renonce à sa deuxième CAN. C'était en 1967 parce que ne supportant pas les rigueurs du haut niveau. C'est le début d'une série de portraits de joueurs qui ont marqué l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Journal de la CAN en fin d'édition. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Binta Diallo. On attendait avec impatience la réponse de l'OFNAC. Sa présidente l'a fait après la sortie du procureur de la République sur les affaires Petro-Tim et du COUD. Serigne Bassirou Gueye indiquait au cours de sa conférence de presse qu'il y avait des manquements dans l'enquête de l'Office national de lutte contre la corruption et qu'il allait renvoyer les rapports pour complément d'information. Aujourd'hui, Seynabou Ndiaye Diakhaté invite le procureur de la République à éplucher les rapports qui lui ont été remis et de saisir un juge d'instruction aux fins d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Mohamed Ali Mouba, vous nous dites que la présidente de l'OFNAC n'a pas été du tout tendre avec Serigne Bassirou Gueye. C'est le moins que l'on puisse dire. Seynabou Ndiaye Diakhaté est presque sorti de ses gants en répondant au procureur de la République sur les dossiers Petro-Tim du COUD. L'OFNAC a fait son travail, a-t-elle indiqué, tout son travail d'ailleurs. Le dossier du COUD a été transmis au procureur depuis 4 ans. Lui-même, il le dit. Il vous a dit qu'il a reçu 19 dossiers de l'OFNAC et aucun dossier n'a été exploité. Je l'invite plutôt à exploiter les dossiers reçus de l'OFNAC pour prendre une décision. Si je devais contribuer à son travail, je lui aurais suggéré de saisir un juge d'instruction qui, par voie de délégation judiciaire, pourrait saisir un officier de police judiciaire et lui demander de poser des actes. Poser des actes, prendre des décisions. La patronne de l'OFNAC rappelle à Serigne Bassirou Gueye qu'elle lui a remis aussi le dossier Petro-Tim. La balle est dans son camp. Ce dossier fait partie des 17 dossiers que le procureur dit avoir reçus. Je pense que s'il avait exploité ce dossier, cette question ne me serait pas posée aujourd'hui. L'OFNAC a fait son travail dans le respect des règles et principes qui gouvernent toute enquête et a remis tous les dossiers au procureur de la République. À lui d'en tirer toutes les conséquences.
Pendant que le parquet et l'OFNAC se renvoient la balle, la société civile continue d'exiger la lumière sur tous les dossiers relevant de la gestion des structures publiques et des ressources gazières et pétrolières. Seynabou Ndiaye Diakhaté s'exprimait en marge de l'atelier de validation technique du rapport de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les travailleurs de la Caisse de dépôt et des consignations contre la démission de leur directeur général au lendemain de la démission de Aliou Sall, ils ont fait face à la presse tout à l'heure pour prendre fait et cause pour le frère du président de la République, El Hadj Hamidou Samba, porte-parole des travailleurs au micro de Pape Balagui. Nous, personnel de la Caisse de dépôt et consignation CDC, avons appris avec surprise à travers la presse la décision de M. Aliou Sall de démissionner de son poste de directeur général. Le personnel tient à porter un témoignage devant l'opinion nationale et internationale sur le travail important réalisé à la CDC en moins de 2 ans par M. Aliou Sall. En effet, dès sa nomination en septembre 2017, M. Aliou Sall s'est employé à mettre en place les meilleures pratiques en matière de gestion, à instaurer la confiance des partenaires, à moderniser l'institution, à améliorer le niveau des ressources, à développer de grands projets et à diversifier les activités de la CDC. Il a réussi la reprise en main de dossiers stratégiques, piloté le montage de projets structurants et posé des actes significatifs qui inscrivent ainsi la CDC parmi les plus grands investisseurs institutionnels aux côtés de l'État. À travers le présent communiqué, le personnel manifeste solidairement son profond désaccord à la démission de M. Aliou Sall, directeur général de la Caisse de dépôt et consignation. Le président du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations regrette la démission du directeur général de cette structure. Babacar Diamé souligne que Aliou Sall devait rester pour continuer le combat et selon lui, leur désormais ex-directeur général a fait un travail remarquable à la tête de la CDC. Babacar Diamé, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. C'est pour moi un sentiment de regret d'enregistrer cette démission. Au moment où la Caisse s'est engagée dans un programme important de développement suite à donc la restructuration que nous avons tous entamée depuis son arrivée, nous avons donc fait beaucoup de choses. Nous avons restructuré beaucoup de projets avec Aliou. Et Aliou est un homme très compétent, très sérieux, je dirais, très sérieux, très compétent et très patriote, engagé dans le cadre de la mise en œuvre du programme Sénégal émergent. Aliou Sall, c'est un homme, donc moi je l'ai approché, on a discuté, bon, selon lui, il n'est mouillé dans aucune sale affaire, c'est clair, et il a la conviction qu'il est blanc comme neige. À partir de ce moment-là, bon, il est bien évident qu'aujourd'hui, la version qu'il m'a donnée, c'est qu'en fait, il ne veut pas que le Sénégal soit manipulé par des gens mal intentionnés qui ne comprennent absolument rien, et des gens qui ont été déjà dans le pouvoir, qui aujourd'hui sont en train de parler gauche-droite, en train de mener des actions pour en fait des informations, et qui sont en train de manipuler le Sénégal, la population, pour faire croire que en fait le en place est en train de mener une mauvaise politique sur le pétrole. Le pétrole n'est même pas encore là. Et ce n'est pas une raison pour que Aliou Sall démissionne. Si j'étais moi, en fait, moi, ce que je lui ai conseillé, je lui ai conseillé de rester. À Guédiawaye, fief politique du maire Aliou Sall, ses partisans parlent de cabale politique et disent espérer un renoncement de Aliou Sall à sa démission de la CDC. Nongoka était tout à l'heure à Guédiawaye, reportage. Pour Pape Sagna, Aliou Sall n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. De son avis, le maire de Guédiawaye devait démissionner de tous ses postes de responsabilité. Quand on t'accuse quelque chose, il faut qu'au minimum que tu essayes de prouver que ce dont on t'accuse n'a rien à voir, au moins là tu auras la conscience tranquille. Il fallait qu'il démissionne dans tous les postes qu'il a été nominé. C'est ça qui est normal, c'est un geste de grandeur. De même que son poste de maire. Abdoulaye Dieye, directeur d'une école privée à Sam Notaire, ne partage pas cette opinion. Croisé devant son établissement, il approuve une décision sage prise par son maire. Persécuté de toutes parts par les accusations et dans le souci de mettre à l'aise son frère, le président, il a bien fait de démissionner. On va laisser maintenant le temps au temps et aussi l'action de la justice
justice de mener à terme l'enquête. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai été déçu de cet acharnement inutile. Lamine Mbaye a vu plusieurs maires passer à la tête de la municipalité, mais avec Aliou Sall, dit-il, leur département a fait un grand bond en avant, d'où son soutien aux frères du président de la République. Vous savez, avec la caisse de consignation, vraiment, il tenait très bien cette structure, sans problème. Mais quant à la mairie de Guédiawaye, vraiment, mais j'ai vu qu'avec la mairie, tout est clean. Il n'y a pas de problème. Mademba Lokho, lui, apprécie une démission qui met à l'aise tous les partisans du maire de Guédiawaye. Nongaka Guédiawaye, RFM. Thérèse Faye quitte la COJER sur décision du chef de l'État, une mesure qu'elle dit accepter avec philosophie. Son successeur Moussa Sow entend inscrire son mandat dans l'unité et la cohésion. Le tout nouveau patron de la convergence des jeunesses républicaines, par ailleurs ancien coordinateur national du mouvement des élèves et étudiants APR, parle après sa nomination d'hier. Nafissatou Silla. C'est avec philosophie que Thérèse Faye Diouf prend son limogeage à la tête de la convergence des jeunesses républicaines, poste qu'elle occupait depuis 2015. Je ne la considère pas comme un limogeage. Tout début a une fin. J'ai été à la COJER. Le président de la République a dit clairement à Hambourg qu'en 2019, les structures verront des changements. Aujourd'hui, il l'a fait. Je me suis dit que c'est toute chose naturelle, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est encore une fois réaffirmer notre engagement et notre loyauté. Pour son successeur, cette nomination est un sacerdoce. Moussa Sow, le tout nouveau coordonnateur, s'en félicite. Le conseiller municipal de Linguère ambitionne d'unifier la jeunesse républicaine. Il faut rassembler tout le monde pour qu'on puisse être efficace dans l'action. Que les départements sont nombreux, mais les structures par-ci par-là également font légion. Donc tout ça, il va falloir que nous rassemblons tous ces jeunes-là, toutes ces structures-là pour qu'effectivement que nous soyons efficaces dans ce que nous faisons, que nous soyons unis parce que l'union fait la force. Nous allons faire tout notre possible pour mériter la confiance de l'autorité. Débarquée de la COJER, Thérèse Faye Diouf n'entend pas se limiter là. L'ex-coordonnatrice se dit plus que jamais déterminée dans le combat politique. Pour mon avenir politique, n'oubliez pas que je suis maire d'une commune de 35 000 habitants, la commune de Diarek, où je vous parle présentement. Autre chose également, je suis femme, je suis cadre, je peux vivre mon militantisme dans toutes les structures du parti. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire également, c'est souhaiter bon vent à mon jeune frère qui est un militant de la première heure. L'Alliance pour la République n'est pas structurée à la base. Selon ces textes, les prérogatives reviennent au président du parti de nommer qui il veut à la tête de toute structure, une démarche qui jusque-là n'est pas désavouée. RFM, la radio de toute l'actualité. Vous suivez le grand journal sur la radio de toute l'actualité. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont bloqué les cours ce matin. C'est pour réclamer le paiement de leur bourse. 72 heures de grève ont été décrétées. Mori Keba Koté, l'un des délégués de l'intersyndicale de l'université de Ziguinchor, est avec la Minba. En fait, le mouvement se reposait principalement sur les problèmes de paiement des bourses. Et jusqu'à présent, ce même problème-là persiste. Et puisque le problème n'est pas réglé jusqu'à ce niveau-là, on a décidé quand même de poursuivre toujours le combat. Et il y a l'actuel coordinateur qui a fait sortir une note attestant que les cours, le mot d'ordre des étudiants, des délégués, le mot d'ordre est élevé. Et donc quelque chose qui n'est pas une décision venant de la part des étudiants, ni de la part aussi des camarades délégués, ni les présidents aussi du FR. Et donc à l'issue de cela, nous avons convoquer une assemblée générale avec l'ensemble des étudiants et délégués des universités de Ziguinchor pour discuter avec eux. Et nous avons décrété lors de cette assemblée générale une grève de 72 heures renouvelable. Là, après, on a fait le premier jour en blocus, on a fermé les portes de l'université. Et donc, aujourd'hui, on s'est levé, parce que l'Assemblée générale, c'était hier, aujourd'hui, on s'est levé, on a vu 4 véhicules de policiers à l'enceinte de notre institution. Ce qui est inadmissible et anormal, parce que les policiers ne doivent pas entrer au sein du campus universitaire. Donc, une violation des franchises universitaires. Donc, c'est ce qui a poussé, donc, aujourd'hui, ce rassemblement des étudiants. Mais les camarades étaient partis voir le recteur et il a pris l'entière responsabilité de régler les problèmes de bourse. Pour qu'il n'y ait pas d'affrontement entre étudiants et policiers au sein du campus, nous avons demandé à ce que les étudiants puissent se calmer. Donc c'est ça actuellement la situation. Mais le mot d'ordre continue, 72 heures renouvelables. Le ministre de l'Intérieur,
annonce un plan national de lutte contre la drogue, un plan qui sera rendu public avant le mois d'octobre prochain. Selon Aly Ngouille Ndiaye, il appelle à l'implication de tous dans la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur procédait tout à l'heure au lycée des Parcelles Assainies au lancement de la semaine nationale de mobilisation contre la drogue. Aly Ngouille Ndiaye au micro de Salif Sow. Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, la loi 2007-31 du 27 décembre 2007 a été adoptée. Celle-ci aggrave les peines applicables au trafic de drogue et a donc un caractère dissuasif. Les forces de contrôle se sont illustrées par la saisie d'importantes quantités de drogue et le démantèlement de réseaux de narcotrafiquants. Ce travail de longue haleine ne relève pas seulement de la compétence des forces de sécurité. En raison du caractère complexe et multidimensionnel de la drogue, la réponse doit être holistique et concerner aussi bien la prévention, la répression, la prise en charge médicale, la réduction des risques et la réinsertion socio-économique. Le chef de l'État a indiqué au gouvernement l'impératif d'adopter avant fin septembre 2016 un plan national de lutte contre la drogue qui est un axe prioritaire de notre stratégie de sécurité intérieure. Ce plan compte 4 axes, à savoir le renforcement du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la drogue au Sénégal, le renforcement des capacités des acteurs, la structure de l'offre et de la demande, l'amélioration de la communication autour du dispositif de lutte contre la drogue. Que les trafiquants de drogue ciblent en particulier les jeunes. Ensuite, les substances illicites sont présentes en milieu. La consommation des stupéfiants en milieu scolaire gagne de plus en plus du terrain, surtout chez les jeunes filles. Si certaines nient cette réalité, d'autres par contre se confient et appellent celles qui la pratiquent à abandonner. Koumba Sandiane Faye a fait un tour dans quelques établissements scolaires. Reportage. On en parle partout. Les stupéfiants sont bien présents dans les établissements scolaires. Sont-ils aussi consommés par des jeunes filles? Ça fait débat. Au lycée Blaise Diagne, un groupe de jeunes filles en pleine discussion s'intéressent certes au sujet, mais difficile de les faire parler. Finalement, elles concèdent à en parler. Non, drogue, non, mais cigarette, oui, les filles. À la salle des professeurs, certains enseignants disent n'avoir jamais constaté l'usage des stupéfiants chez leurs élèves. C'est Madame Johnson, prof d'anglais ici au lycée Blaise Diagne. C'est possible, mais vous savez bien que dans les salles de classe, ils ne fument pas, c'est pas permis. Et même des fois quand nous sommes dans la cour, j'ai jamais eu à constater élèves, surtout filles, en train de fumer ou bien voilà, de consommer une autre forme de drogue. Ici, on interdit systématiquement aux élèves de fumer dans la cour, encore moins dans les locaux. Je n'ai pas constaté ça dans cet établissement. Direction un autre établissement scolaire, le lycée John Fitzgerald Kennedy. Cet élève confirme ce constat et raconte cette anecdote. On faisait partie des établissements où on attrapait genre des garçons qui prenaient de la drogue, on les a éliminés. La drogue est bien présente dans les établissements. Ce phénomène inquiète plus d'un malgré les démentis. Toutefois, certaines filles lancent un appel à la vigilance à leurs pères et aux parents. Ça va faire mal si les parents vont l'apprendre. C'est aussi quelque chose de très sensible. C'est pas bon c'est juste d'arrêter parce que c'est pas bon pour les parents, pour eux-mêmes, pour leur scolarité, leur étude. Rendons-nous à Rondio, un village centenaire situé dans le département de Tivaouane. La localité vit dans des difficultés énormes. Pas de case de santé, pas d'eau, des puits pas potables, pas d'électricité non plus. Cheikh Anta Diop s'est rendu à Rondio. Rondio est un village de la commune de Darou Khoudoss, situé à 8 km de Mboro et à quelques encablures de la mer. Dans cette contrée du département de Tivaouane, ces populations s'activent dans le maraîchage, mais la pollution est devenue une question lancinante qui nécessite des solutions. Mamadou Sow, porte-parole des populations. Cette localité s'appelle Rondio. Elle a été fondée il y a de cela 100 ans maintenant. Ce village sert de quai de déversoir des déchets au niveau de la mer. Nous n'avons pas mal de difficultés. Au-delà de cette pollution, les habitants de ce village se disent oubliés. Ils ont égrené les difficultés auxquelles ils font face. Le village n'est pas électrifié, n'a pas accès à l'eau potable. Nous n'avons pas accès aussi aux soins sanitaires, c'est-à-dire nous n'avons pas une case de santé. Pour se faire soigner, on doit faire 8
à 7 km à Mboro. Les femmes qui sont en état sont transportées charrette. Les risques sont énormes. Vous avez fait vous-même le constat. La route, elle est de mauvaise qualité. Elle est pratiquement impraticable. Les eaux de forêt nous ont dit qu'il y a un décret depuis 1960 qui est là et qui interdit aux habitants de ce village de faire une extension de leur champ, de puiser un puits ou bien même de construire. Pour toutes ces raisons, les habitants de Khondjo et villages environnants ont mis en place une plateforme dénommée Khondjo Ma Localité. Des forats communautaires seront organisés pour mieux informer les autorités locales et étatiques. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Georges Déthié Diop. Bonjour Binta Diallo. Rendons-nous à Mauritanie. L'ONU joue les médiations après la présidentielle. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel continue ses rencontres avec les acteurs politiques. Objectif désamorcer la crise post-électorale. L'opposition mauritanienne rejette les résultats de la présidentielle remportée au premier tour par l'ex-patron de l'armée, Mohamed Ould Ghazouani. Écoutons le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Chambaz, au micro de Mohamed Diop. Le processus électoral est toujours en cours, donc on ne peut pas faire un long discours. C'est simplement d'appeler à tous les partis prenants mauritaniens de rester calmes et sereins, d'éviter les violences et de laisser le processus électoral d'aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a le CENI qui a proclamé les résultats, mais bien sûr, ce sont des résultats provisoires. Là, le Cour constitutionnel qui aussi va faire son travail. Donc, vraiment, nous lançons un appel. Le secrétaire général des Nations Unies a déjà appelé à tous les Mauritaniens de laisser le processus électoral d'aller jusqu'au terme. Et puis, s'il y a de doléances, de suivi les voies légales, les voies constitutionnelles. En Mauritanie, toujours, l'Internet mobile n'est plus accessible. La situation dure depuis dimanche mi-journée. La coupure est intervenue selon RFI après l'autoproclamation de sa victoire à la présidentielle par Mohamed Ould Ghazouani, le candidat du parti au pouvoir. Et au Niger, Georges, l'opposition conteste de nouveau le code électoral. Le texte Binta a été adopté hier à l'unanimité des 133 députés de la majorité présente à l'Assemblée nationale. C'est les députés de l'opposition, absents, refusent qu'on leur impose ce qu'ils qualifient de mascarade. Ils ont boycotté l'hémicycle après avoir déposé une motion de censure contre le gouvernement. Le vrai point de blocage est l'article 8 du nouveau code électoral qui ne donne aucune chance à l'opposant Amadou d'être candidat aux futures élections. Il vit en exil. Amadou, en exil depuis 2016 à l'étranger. Il a été condamné à 1 an de prison dans une affaire de trafic international de bébés. Vidéo d'exécution dans le nord du Cameroun. En juillet 2018, 7 militaires vont être jugés. Ils sont renvoyés devant un tribunal militaire pour assassinat, une annonce du ministère de la Défense. Ces 7 militaires camerounais sont soupçonnés d'avoir exécuté sommairement 2 femmes et leurs 2 enfants dans le nord du pays. Papa Balagué. Arrêtés pour soupçon d'exécution extrajudiciaire à l'extrême nord du Cameroun, 7 militaires risquent de finir le restant de leur carrière en prison. En juillet 2018, une vidéo très violente avait été diffusée sur Internet montrant des militaires à l'œuvre exécutant 2 femmes et leurs 2 enfants au nord du pays. Des accusations qui ont fait réagir l'armée et selon le chargé de communication, la date du procès n'a pas été encore fixée. Au terme de 3 mois d'enquête, plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre ces 7 militaires. Je cite, coaction d'assassinat, violation de consignes, complicité des 10 faits entre autres. À travers un communiqué, le chargé de communication Cyril Serge Atonfanguemor rappelle que le Cameroun ne transige pas avec les écarts de comportement relativement aux droits de la guerre, aux droits humanitaires et à la protection des personnes et de leurs biens. En Éthiopie, le général responsable du putsch manqué a été tué. Il s'agit du général Assami Nev, chef de la sécurité de la région à Amara. Le gouvernement l'accuse d'être le cerveau des attaques qui ont fait 4 morts samedi dernier. La télévision EBC, proche du
pouvoir annonce qu'il a été tué par balle dans le quartier Zenzelma de Bahir Dar, ville du nord-ouest de l'Éthiopie. Il était en fuite depuis le coup d'État manqué. En outre, le porte-parole du gouvernement a déclaré que les principaux protagonistes à l'origine du putsch avorté sont toujours en fuite et les forces de sécurité les pourchassent. Et en Ouganda, Total est traîné en justice par des ONG. Elles attaquent la société française dont les projets d'exploitation pétrolière ne respecteraient pas le devoir de vigilance. Selon RFI, cette action en justice, un précédent sur le plan juridique, concerne 2 des sous-traitants de Total dans une zone naturelle protégée près des chutes Mourchisson, des chutes d'eau sur le Nil. Merci beaucoup, Georges. RFI Sport. L'équipe nationale de beach soccer, toujours au Cap-Vert, 3 jours après son sacre aux Jeux africains de la plage. Pour des soucis de vol, les Lions devraient rentrer à Dakar le 28 juin prochain. Le manager de l'équipe déplore par ailleurs les engagements non respectés par le Comité national olympique du Sénégal. Pour Ibrahima Ndiaye Chita, son équipe mérite plus de considération. Il est joint au Cap-Vert par Youssouf Bodjan. Nous sommes des rocs, on est habitués. Mais vraiment, dans un milieu extraordinaire ici à Sal, le seul défaut, c'est de rester aussi longtemps, surtout après la compétition. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Vraiment, la fédération a sorti les moyens qu'il fallait donc pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Alors qu'il revenait au CONOS, particulièrement, de faire toutes les dépenses que la fédération a eu à faire. Il fallait qu'on soit encore plus sérieux. On n'a pas de vol, malheureusement, c'est pas facile ici de quitter ça, surtout pour aller à Praia. Mais Inch'Allah, on l'accepte. Le plus important, c'était aussi surtout le trophée. Inch'Allah, on va quitter le 28 ici. La délégation, les gosses, ont entendu aujourd'hui la chronique de Pape Sambakan. Mais franchement, nous, on avait des frissons. Ils se sont rendus compte qu'il y a des Sénégalais quand même qui les suivent. Mais malheureusement, notre souci à nous, c'est au niveau des autorités. Il faut avoir le courage de le dire. C'est pas parce que le Sénégal est en Coupe d'Afrique, là-bas à la CAN, que les gens ne s'occupent pas des autres compétitions. Et surtout, on était dans une compétition majeure. Les premiers Jeux africains de la plage, avec tout ce qu'il y avait comme pays, le Sénégal avec le beach soccer. Si c'était pas la fédération, le Sénégal allait être le plus grand absent de ces Jeux-là. L'hôtel là où nous logeons, mais c'est la fédération qui a tout payé, alors que c'est un budget qui devait revenir au CONOS. Et vous avez une discipline qui fait des ravages au niveau de l'Afrique. Mais pourquoi ne pas donner le minimum, au moins, à ces gosses qui ont hissé le drapeau du Sénégal à travers l'Afrique et au monde? Nous, on n'a plus rien à faire en Afrique. Rien. On est les meilleurs en Afrique. Ce qui nous reste maintenant, c'est aller vers le monde. Le Sénégal, vainqueur des premiers Jeux africains de la plage au Maroc dimanche dernier. Les 2 sélections vont représenter l'Afrique aux Jeux mondiaux prévus en octobre au Qatar. La suite de ce journal des sports, ce sera le journal de la CAN avec Youssouf Bodjan en fin d'édition. RFM, la chronique du jour. Les Lions du beach soccer sont-ils victimes d'une discrimination qui ne dit pas son nom par les autorités? Pape Sambakan. Ça fera combien de fois que je pleurnicherai sur le sort de ces pauvres footballeurs, ici même, rageant devant ce micro. Au moins la 3e fois. En 2 occasions déjà, pour sûr, je me suis lamenté, déplorant le sort lamentable que nous faisions, nous tous Sénégalais, autorités étatiques, fédérations de football, supporters et grand public, à ces pauvres garçons qui, que ce soit sur les terrains d'Afrique ou du monde, nous ont toujours ramené de vives satisfactions et des trophées. Je me souviens qu'en avril 2017, ils sont revenus du championnat du monde quart de finaliste, arrêtés seulement par l'Italie après avoir éliminé la Suisse en 8e au tir au but, après un héroïque 6 buts partout à l'issue du temps réglementaire. Auparavant, ils avaient écrasé dans leur poule l'Équateur 6-0, les Bahamas 10-1. En allant à ce championnat du monde, ils étaient déjà champions d'Afrique 2017. L'année suivante, ils conserveront leur titre après une finale épique face au pays organisateur, le Nigeria. Craints comme la peste par leurs adversaires qui les avaient vus écraser tout sur leur passage, ils seront privés d'hôtel et de nourriture le jour même de la finale de cette Coupe d'Afrique 2018, plus quelques brimades destinées à leur saper le moral. Rien n'y fit. Ils battront leurs indélicats hôtes sur le terrain face à un public quasiment à 100% hostile. Allez, je vous le donne en 1000.
Vous devinez bien que je ne parle pas des Lions de la Teranga, bons footballeurs depuis toujours, mais si pauvres en palmarès que le chef de l'État n'a pu s'empêcher, en leur remettant le drapeau pour l'Égypte, de leur demander de laisser la Teranga ici et de sortir leurs griffes de chasseurs en cette présente CAN. Si Macky Sall était connu pour être un bout en train, on serait en droit de penser à un trait d'ironie, une raillerie agacée. Et donc, bien sûr, je ne parle pas de ces enfants chéris de la nation, footballeurs sur gazon, qui nous ont donné de l'espoir devant une modeste, quoique agressive, Tanzanie. Je parle de nos footballeurs de plage, ces pratiquants du beach soccer, 5 fois champions d'Afrique et qualifiés comme d'habitude à la phase finale de la Coupe du Monde 2019. Ils ont remporté, avant-hier seulement, les Jeux africains organisés à Praia, au Cap-Vert. Or, au moment où j'écris ces lignes, je ne sais même pas si ces footballeurs de plage sont revenus à Dakar, sinon, quand reviendraient-ils? Peut-être sont-ils revenus au relais du titre de champion, rappelons-le, au moment où Diatta, d'une frappe magistrale des 20 mètres, là-bas au Caire, crucifiait Aaron Tarambo, le gardien de but de la Tanzanie, arrachant une clameur jouissive aux villes et villages les plus reculés du pays. La première fois que je m'étais ému de cette injuste négligence infligée à ces champions du football de plage, ils étaient revenus en 2017, champions d'Afrique, sans qu'un seul officiel ne daigne se déplacer, les accueillir à l'aéroport. La deuxième fois, quand ils allaient revenir du Nigeria, champions d'Afrique dans les conditions déplorables que j'ai tantôt évoquées. Cette fois, quand ils sont revenus, quelques officiels et 3 ou 4, 5, 6, 7, 8, 12e Djambar ont fait un peu de bruit à l'aéroport. Ces garçons sont au classement FIFA du beach soccer 6e, seul pays africain parmi les 10 premiers mondiaux. Je ne suis pas en train de mettre le football de plage au même niveau que le foot sur gazon. Ce ne sont pas les mêmes foules, les mêmes moyens financiers, ni la même passion. Mais comme ça pourrait arriver que ce statut change, je crains juste que nous lâchions la proie, que nous soyons en train de lâcher la proie pour l'ombre, comme nous avions traité le basket sénégalais qui raflait tout sur son passage à une époque, et qu'une négligence généralisée au profit du foot a fini par reléguer au rang d'outsider, courant aujourd'hui que le basket talonne le football en termes d'intérêt économique et de popularité, derrière l'Angola, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Mali, à chaque championnat d'Afrique. Et puis, ces garçons, les célébrer comme il se devrait, en plus de leur éviter le découragement qui les guette, pourraient aussi piquer l'orgueil de nos footballeurs sur gazon, les galvaniser, pour qu'ils nous ramènent enfin du Caire cette canne qui nous fait saliver depuis 1965. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Déthié Diop. Aliou Sall Parsi, le frère du chef de l'État, parla. Une démission de la Caisse des dépôts et consignations du fait de l'affaire Petro-Tim, et tous les journaux quasiment braquent leurs projecteurs sur le maire de Guédiawaye. Pour Réumi Quotidien, Aliou Sall claque la porte. Le Témoin affirme que Aliou restitue la caisse, alors que Sud Quotidien parle d'un Aliou Sall gazé par le pétrole et tribune de la chute du frère. Le Quotidien fait dans le jeu de mots et titre « Aliou a finalement cédé ses fonctions ». Les Échos renchérissent Aliou Sall fait un virage à 180 degrés et se victimise. Le journal Le Quotidien rappelle à ce propos qu'il avait affirmé qu'il ne démissionnerait pas. C'était il y a de cela 2 semaines. Mais hier, il s'est résolu à jeter l'éponge. Le maire de Guédiawaye évoque une campagne visant à le déshumaniser. Et il est de son devoir, dit-il, de laver son honneur sali. Aliou Sall d'ajouter que demain, il fera jour et il prend date pour l'avenir. Et l'image que l'on retrouve dans presque tous les journaux, Aliou Sall tout de blanc vêtu, la main sur le Coran. Oui, il jure son innocence comme le souligne Tribune. Ses propos occupent d'ailleurs la une de Vox Populi. Je jure sur le Coran que ce sont de fausses accusations. Je n'ai pas touché l'argent de Timis, je n'ai aucun pourcentage, aucune action des sociétés pétrolières. Du coup, l'Observateur fait état d'une démission spectacle et fait décrypter la posture du désormais ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. De la mauvaise comédie aux yeux de Serigne Mor Mbaye. Le psychologue ajoute que le geste d'Aliou Sall est à la limite du sacrilège. Pour Momar Thiam, directeur en communication et marketing politique, son jeu d'acteur relève de l'imposture. Quant à Iran Ndao, il fait savoir que quand on jure sur le Coran, on doit dire la vérité. Et à la lumière de cette
cette démission, l'Observateur plonge ses lecteurs dans les secrets du processus avec l'audience au Palais dimanche dans l'après-midi. Alors, les réactions d'après-démission, Vox Populi informe que la plateforme Arli Nubok campe sur ses exigences. Thierno Alassane Sall, par exemple, parle de théâtre. Le Témoin fait savoir que la plateforme Arli Nubok prend acte et appelle à continuer le combat. Le Témoin qui, dans son éditorial du jour, évoque une démission salutaire, très salutaire. Mais mon confrère souligne qu'un tel geste ne saurait faire taire la réclamation de la transparence par les populations dans ce dossier. Sur la question, Babacar Gaye, ancien porte-parole du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, confie à Source A qu'en lâchant la CDC pour espérer amoindrir les conséquences d'une crise tellurique qui risque d'emporter le régime en place, Aliou Sall n'a fait que renforcer la détermination des citoyens à tirer cette affaire au clair. Et rien, selon lui, ne peut plus arrêter la marée noire qui envahit toutes les chaumières. Pour Babacar Gaye, personne n'a pensé que Macky Sall aurait recopié les scénarios du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale, où c'est le clan du président qui gère les ressources tirées des puits de l'or noir. Interview à lire à la page 5 de Source A. Pendant ce temps, Le Soleil informe que Macky Sall procède à des changements à la présidence de la République et dans les structures de l'APR. Seydou Gueye remplace El Hadj Hamidou Kassé en tant que ministre chargé de la communication, alors que Abdoulatif Coulibaly sera le porte-parole de la présidence de la République. À l'APR, Ndeye Saly Diop Dieng est nommé à la tête du mouvement national des femmes de l'APR en remplacement de Ndeye Mariam Badiane. La Cogère a aussi un nouveau patron. Moussa Sow, responsable jeune du département de Linguère, remplace Thérèse Faye Diouf. À la une de Libération, il est question de l'augmentation des tarifs de l'électricité et du carburant. Ce sera effectif le 1er juillet, révèle le journal Libération. Sport pour terminer, qui pour remplacer Sané blessé lors du match Sénégal-Tanzanie de dimanche dernier. Record pose la question et donne deux pistes, Cheikhou Kouyaté ou Pape Abou Cissé. Salif Sané est indisponible pour 15 jours, mais Record indique qu'il pourrait courir dès mercredi. À vos kiosques et bonne lecture. C'est la fin de ce grand journal. Le rappel du principal titre, Seynabou Ndiaye Diakhaté qui répond au procureur de la République. La présidente de l'OFNAC demande au chef du parquet d'aller revoir ses dossiers et de saisir un juge d'instruction sur les affaires de rapports d'audit issus de Petrotim et du Coude. Elle lui rappelle avec précision que l'OFNAC a bien travaillé. À la technique de ce grand journal, il y avait Abdoulaye Diop, à la réalisation El Hadj Ndiogou Diène. À 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, le journal de la CAN Égypte 2019. Youssouf Bodian, bonjour.